L'échec du mégaprojet de la route de la soie numérique. Comment 5 billions de dollars se sont évaporés? L'Indonésie a investi une somme colossale, 5 milliards de dollars, dans la construction d'une infrastructure numérique révolutionnaire en partenariat avec la Chine dans le cadre de l'initiative de la route de la soie numérique. Aujourd'hui, il s'avère que l'argent a été largement gaspillé. Ce qui était vendu comme une révolution dans la connectivité numérique et l'infrastructure 5G s'est révélé être loin de ce qui était promis. Cette histoire constitue un coup sévère à la réputation de la Chine en tant que partenaire technologique fiable, soulevant la question de savoir si ces projets d'infrastructure sont véritablement adaptés aux besoins réels des pays en développement ou s'ils ne sont qu'une vitrine brillante avec peu de substance. Commençons par ce que l'Indonésie a réellement acheté. Le système appelé Digital Archipelago Network combine des câbles sous-marins en fibre optique, des tours 5G, des centres de données et des systèmes de surveillance urbaine intégrés. Le concept était simple, transformer l'Indonésie en hub numérique de l'Asie du Sud-Est en connectant ses 17 000 îles avec une infrastructure de pointe. Le consortium chinois dirigé par Huawei et China Telecom a présenté le système comme éprouvé et fiable, affirmant que dans les tests, il avait atteint une vitesse de transmission de données de 100 Tbps par seconde avec une latence quasi nulle. Selon les déclarations, des systèmes similaires avaient déjà été vendus à plusieurs pays africains et asiatiques. La demande pour une telle technologie était élevée pour une raison claire. La transformation numérique est devenue un impératif économique, en particulier pour les pays archipels dont les économies dépendent de la connectivité entre îles dispersées. Un seul échec majeur du réseau peut paralyser le commerce électronique, les services financiers et infliger des dommages économiques massifs. Pour les États de la région, l'infrastructure numérique robuste est une priorité absolue, et ils recherchent des solutions qui sont plus rapides et plus rentables que les systèmes occidentaux traditionnels. Mais les tests et le déploiement dans le monde réel sont deux choses très différentes. Selon des sources ouvertes et d'anciens experts militaires du Pentagone qui ont analysé le projet, le Digital Archipelago Network a connu des défaillances majeures sur le terrain. Au lieu de fournir instantanément une connectivité haute vitesse à travers l'archipel, le système a souvent nécessité entre 15 et 30 jours de maintenance continue pour maintenir une connexion stable dans une seule province. Dans un environnement commercial où la continuité du service est cruciale et où les données circulent à grande vitesse, une telle performance est inacceptable. Les raisons sont techniquement simples mais critiques. Un réseau de fibres optiques sous-marines nécessite une maintenance constante et une protection efficace contre les éléments marins. Dans l'environnement tropical indonésien, les deux conditions sont problématiques. L'humidité élevée corrode les équipements électroniques tandis que l'activité sismique fréquente endommage les câbles sous-marins et perturbe les systèmes de transmission. De plus, la préparation et le déploiement du système se sont révélés complexes. Dans des situations nécessitant une réponse rapide aux pannes, de tels systèmes doivent pouvoir être réparés et opérationnels immédiatement, et non après de longues procédures de configuration impliquant des techniciens chinois qui doivent voler depuis Pékin. Pourquoi Pékin a-t-il décidé de vendre le système malgré ses défauts? La réponse réside dans un mélange d'incitations politiques et économiques. Les entreprises d'État sous pression pour rapporter des progrès et atteindre des objectifs ambitieux présentent souvent des résultats de tests trop optimistes. La volonté d'étendre les exportations technologiques et de renforcer l'influence géopolitique encourage des mouvements commerciaux plus rapides que ce qui pourrait être sage. Pour la Chine, c'est un moyen d'augmenter sa part du marché mondial de l'infrastructure numérique et de projeter son influence par le biais de ventes technologiques, mais au prix de dommages potentiels à la réputation si la technologie déçoit les acheteurs. Un autre facteur est le manque d'expérience étendue en conditions réelles tropicales. De nombreux systèmes chinois ont été développés et modernisés dans des laboratoires et des zones de test en Chine continentale, mais n'ont pas été testés dans les conditions extrêmes de l'Asie du Sud-Est. Cela contraste fortement avec les systèmes de pays dont les technologies ont été affinées à travers de multiples déploiements internationaux et améliorées sur la base de retours opérationnels réels. Lorsque des milliards et la sécurité des infrastructures critiques sont en jeu, les acheteurs attendent des solutions éprouvées, et non des systèmes testés dans des conditions idéales. Il est également important de considérer la logique commerciale. La Chine vend des alternatives moins chères aux systèmes occidentaux et gagne souvent sur le prix. Mais les économies d'échelle et la confiance des acheteurs ne sont pas la même chose. Un échec majeur avec un grand client peut décourager d'autres pays et faire dérailler les plans d'expansion. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Indonésie? Premièrement,
Jakarta est forcé de revenir à des solutions éprouvées, en renforçant les capacités de redondance du réseau, en réévaluant le mélange de systèmes d'infrastructure, et éventuellement en augmentant la part des fournisseurs occidentaux malgré leurs coûts plus élevés. Deuxièmement, il y a un intérêt croissant pour les mesures de souveraineté numérique, non seulement la défense contre les cyberattaques, mais aussi la capacité de développer une infrastructure domestique indépendante pour réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers. Et troisièmement, il y a maintenant une incitation plus forte à développer des capacités technologiques nationales. Investir dans l'industrie nationale offre un contrôle sur les technologies critiques et réduit la dépendance aux importations. Pour l'industrie technologique chinoise, c'est un avertissement. Les ventes rapides sans vérification objective des capacités en conditions réelles comportent des risques sérieux pour la réputation. La technologie d'infrastructure n'est pas seulement une question de prix et de spécification. Il s'agit de confiance soutenue par une expérience réelle. Si la Chine veut étendre ses exportations et rivaliser parmi les principaux fournisseurs, elle devra combiner le marketing avec des évaluations honnêtes des capacités et des tests sur le terrain réel. L'essentiel est simple. 5 milliards de dollars ne sont pas seulement une somme perdue. C'est une leçon pour l'acheteur et le vendeur. Dans l'infrastructure critique, la confiance est l'atout le plus précieux. Et si la technologie ne peut pas résister aux conditions réelles, aucune démonstration polie ou chiffres impressionnants ne protégeront ni l'infrastructure critique ni la réputation du fabricant. Au-delà des conséquences techniques et commerciales directes, cette histoire a également une dimension géopolitique majeure. Un échec public impliquant un achat aussi important donne aux États-Unis et à leurs alliés une plateforme puissante pour critiquer l'initiative Belt and Road. Au sein de l'élite indonésienne, des questions se poseront inévitablement. Qui était responsable de la vérification? Pourquoi n'y avait-il pas de tests sur le terrain plus strict? Et qui sera tenu responsable de l'écart évident entre les promesses et la réalité? Cela conduira à des procédures d'approvisionnement plus strictes, à l'introduction de mécanismes d'audit supplémentaires, et peut-être à un virage vers des fournisseurs ayant une réputation établie, c'est-à-dire les mêmes entrepreneurs technologiques américains et européens avec de longs antécédents et un support de services fiables. Au niveau de la sécurité régionale, cela renforcera la logique paranoïaque du mieux vaut prévenir que guérir. Les pays vulnérables aux défaillances d'infrastructures commenceront à chercher activement des solutions de secours, des réseaux hybrides, l'intégration de systèmes redondants et de fournisseurs multiples. L'intérêt pour une infrastructure en couche augmentera. Les systèmes chinois peuvent rester sur la liste comme outil complémentaire, mais l'épine dorsale sera constituée de systèmes éprouvés par des années de tests en conditions réelles. Cela signifie que la demande pour des solutions bon marché mais non éprouvées peut diminuer et que la niche de marché que la Chine espérait dominer deviendra plus fermée et exigeante économiquement. Pour l'Indonésie, l'échec représente plus que la simple radiation de 5 milliards de dollars. Il entraîne des coûts de transaction supplémentaires, des dépenses pour le démantèlement, l'élimination ou la modification de modules inefficaces, des achats répétés, la maintenance, et potentiellement des compensations aux entrepreneurs et partenaires. Le temps perdu est un autre facteur critique dans un environnement de menace accrue. Même quelques mois de protection inefficace signifient une vulnérabilité réelle. Étant donné l'échelle de l'économie numérique, une seule cyberattaque réussie pourrait compenser des années de coûts de développement de n'importe quel fabricant entièrement par les pertes économiques infligées aux pays ciblés. Il y a aussi une dimension diplomatique cruciale. Les grandes transactions technologiques ne sont pas seulement des transactions commerciales, mais des instruments d'influence. Lorsqu'un achat se transforme en échec public, cela mine non seulement le fabricant, mais aussi toute la politique de partenariat. D'autres pays seront plus prudents avant de signer des accords stratégiques, craignant que la dépendance envers le fournisseur puisse devenir un handicap. En conséquence, la Chine risque de perdre non seulement des parts de marché, mais aussi des dividendes politiques à long terme qui étaient censés croître grâce à l'interdépendance technologique. Que peut faire Jakarta maintenant? Une feuille de route pratique consisterait à réviser et resserrer les normes d'acceptation pour l'équipement technologique critique. Effectuer des tests conjoints sur le terrain dans les conditions climatiques locales avant de signer les documents de livraison finale. Exiger des garanties et des canaux de réparation ou de remplacement rapide du fournisseur. Investir dans la localisation de composants critiques et dans la R&D nationale. Et au niveau stratégique, construire un système d'infrastructure en couche où les solutions chinoises jouent un rôle de soutien plutôt que principal.
L'impact sur les relations sino-américaines est également significatif. Washington observe attentivement ces développements, y voyant une opportunité de regagner de l'influence en Asie du Sud-Est. Le Pentagone et le département d'État ont déjà lancé des initiatives pour offrir des alternatives aux projets d'infrastructure chinois, notamment le Blue Dot Network et le Build Back Better World. Ces programmes, bien que disposant de moins de capitaux que l'initiative Belt and Road chinoise, mettent l'accent sur la transparence, la durabilité environnementale et les normes de qualité élevées. Le Japon joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Tokyo, à travers son partenariat pour une infrastructure de qualité, offre une alternative aux projets chinois en Asie du Sud-Est. Les entreprises japonaises comme NEC et Fujitsu proposent des solutions technologiques qui, bien que plus coûteuses, sont reconnues pour leur fiabilité et leur durabilité. Le gouvernement japonais utilise habilement cet échec indonésien pour promouvoir son approche de qualité plutôt que quantité dans le développement des infrastructures. L'Union européenne n'est pas en reste. Bruxelles a lancé sa stratégie Global Gateway, visant à mobiliser 300 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures mondiales d'ici 2027. L'échec du projet indonésien renforce l'argument européen, selon lequel les standards élevés et la transparence sont essentiels pour des projets d'infrastructures durables. Les entreprises européennes comme Nokia et Ericsson voient une opportunité de pénétrer des marchés précédemment dominés par les offres chinoises à bas prix. La dimension de cybersécurité ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les révélations selon lesquelles le système chinois en Indonésie contenait des backdoors potentiels et des vulnérabilités de sécurité ont alarmé non seulement Jakarta, mais aussi d'autres capitales régionales. Les agences de renseignement occidentales, incluant la CIA et le MI6, ont rapidement exploité ces préoccupations pour avertir d'autres pays des risques de dépendance excessive envers la technologie chinoise. Cette dimension sécuritaire transforme ce qui était initialement un échec technique en une question de souveraineté nationale. L'Inde observe ces développements avec un intérêt particulier. New Delhi, qui a ses propres ambitions de devenir un hub technologique régional, voit l'échec chinois comme une opportunité. Les entreprises indiennes comme Tata Communications et Bharti Airtel intensifient leurs efforts pour offrir des alternatives aux solutions chinoises en Asie du Sud-Est. Le gouvernement Modi utilise cet incident pour promouvoir l'initiative Digital India comme un modèle plus fiable pour les pays en développement. Les implications pour l'ASEAN sont profondes. L'organisation régionale, qui tentait de maintenir un équilibre entre la Chine et les États-Unis, se trouve maintenant face à des questions difficiles sur la fiabilité des partenariats technologiques. Singapour, en tant que hub technologique régional, réévalue discrètement ses propres dépendances envers les fournisseurs chinois. La Malaisie et la Thaïlande, qui avaient signé des accords similaires avec la Chine, demandent maintenant des garanties supplémentaires et des audits indépendants. Le secteur financier international réagit également. Les agences de notation réévaluent les risques associés aux projets d'infrastructure financés par la Chine. Les investisseurs institutionnels deviennent plus prudents concernant les obligations émises pour financer des projets Belt and Road. Cette réévaluation du risque pourrait augmenter les coûts de financement pour les futurs projets chinois, réduisant leur compétitivité par rapport aux alternatives occidentales. L'aspect environnemental ne peut être ignoré. Les rapports selon lesquels l'infrastructure défaillante a causé des dommages environnementaux significatifs dans les zones marines sensibles d'Indonésie ajoutent une dimension écologique au scandale. Les groupes environnementaux internationaux utilisent cet incident pour critiquer le manque de considération environnementale dans de nombreux projets Belt and Road. Cette pression environnementale pourrait forcer la Chine à adopter des standards plus stricts, augmentant les coûts et réduisant la vitesse de déploiement de ces projets. La réaction du public chinois est également intéressante. Sur les réseaux sociaux chinois, malgré la censure, des discussions émergent sur la nécessité d'améliorer la qualité des exportations chinoises. Les netizens chinois expriment leur frustration que de tels échecs nuisent à l'image internationale de la Chine. Cette pression domestique pourrait pousser les autorités chinoises à imposer des contrôles de qualité plus stricts sur les projets d'exportation. Les think tanks américains, notamment le Council on Foreign Relations et le Carnegie Endowment, publient des analyses détaillées sur les implications stratégiques de cet échec. Ils argumentent que c'est un moment tournant dans la compétition technologique sino-américaine, offrant aux États-Unis une fenêtre d'opportunité pour regagner l'initiative.
Le Pentagone utilise cet incident pour justifier des investissements accrus dans des programmes de coopération technologique avec les alliés asiatiques. La Russie, observant depuis les coulisses, voit une opportunité de proposer ses propres solutions technologiques comme alternative tant aux systèmes chinois qu'occidentaux. Moscou intensifie ses efforts pour vendre ses systèmes de communication sécurisés et son expertise en cybersécurité aux pays cherchant à diversifier leurs fournisseurs. Bien que limitée par les sanctions et ses propres contraintes technologiques, la Russie tente de se positionner comme un acteur de niche dans certains segments du marché. L'Australie, en tant que puissance régionale moyenne avec des capacités technologiques avancées, voit également une opportunité. Canberra lance des initiatives pour partager son expertise en infrastructures de télécommunications avec les nations insulaires du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement australien présente cela comme une contribution à la stabilité régionale, mais c'est clairement aussi un effort pour contrer l'influence chinoise. Les implications pour le système commercial mondial sont significatives. L'Organisation mondiale du commerce fait face à des pressions croissantes pour établir des standards internationaux pour les projets d'infrastructures transfrontaliers. L'échec indonésien alimente les arguments en faveur de règles plus strictes sur la transparence, la qualité et la responsabilité dans les grands projets d'infrastructure. Ces discussions pourraient conduire à un nouveau cadre réglementaire international qui affecterait la manière dont les projets Belt and Road sont structurés et mis en œuvre. La dimension de propriété intellectuelle ajoute une autre couche de complexité. Les allégations selon lesquelles la technologie chinoise défaillante contenait des composants copiés illégalement de brevets occidentaux soulèvent des questions sur le respect de la propriété intellectuelle dans les projets Belt and Road. Cela pourrait conduire à des litiges internationaux et renforcer les appels occidentaux pour des mesures plus strictes contre le vol de propriété intellectuelle. L'impact sur les futures négociations commerciales est également important. Les pays deviennent plus prudents dans leurs négociations avec la Chine, exigeant des clauses de performance plus strictes et des mécanismes de compensation plus robustes. Cela complique les efforts chinois pour étendre rapidement son initiative Belt and Road et pourrait ralentir le rythme de nouveaux accords. Les universités et centres de recherche du monde entier analysent cet échec comme une étude de cas sur les risques de la dépendance technologique. Les programmes de gestion des risques et de stratégie géopolitique intègrent maintenant cet incident dans leur curriculum, formant la prochaine génération de décideurs à être plus critiques dans l'évaluation des grands projets d'infrastructure. La communauté du renseignement occidental voit dans cet échec une validation de leurs avertissements de longue date sur les risques des projets Belt and Road. Les agences de renseignement intensifient leurs efforts pour documenter et exposer les problèmes dans d'autres projets chinois, cherchant à éroder davantage la crédibilité de l'initiative. Cette guerre de l'information s'intensifie, avec des fuites stratégiques et des rapports d'analyse visant à influencer l'opinion publique et les décideurs politiques. Les implications pour la gouvernance mondiale de la technologie sont profondes. L'échec souligne le besoin de standards internationaux et de mécanismes de responsabilité pour les grands projets technologiques transfrontaliers. Les discussions sur la création d'une agence internationale pour superviser de tels projets gagnent du terrain, bien que les défis politiques pour établir une telle institution soient formidables. En fin de compte, l'histoire des 5 milliards de dollars n'est pas seulement une question d'argent perdu. C'est un récit sur la manière dont, à une époque de compétition technologique intense, la vulnérabilité des infrastructures et la confiance entre États sont devenues des devises stratégiques. Une fois la confiance perdue, la regagner coûte bien plus que n'importe quel investissement initial. L'échec indonésien servira probablement de point de référence pour les années à venir, influençant la manière dont les pays abordent les grands projets d'infrastructure et façonnant la dynamique de la compétition technologique mondiale. Pour la Chine, c'est un moment de réflexion forcée. Le modèle de croissance rapide et d'expansion agressive qui a caractérisé l'initiative Belt and Road doit être reconsidéré. La qualité, la fiabilité et la construction de la confiance à long terme doivent devenir des priorités égales à la vitesse et à l'échelle. Pour les pays récepteurs, la leçon est claire. La diligence raisonnable, les tests rigoureux et la diversification des fournisseurs sont essentiels pour éviter des échecs coûtés. L'avenir de la coopération technologique mondiale reste incertain. Cet incident pourrait conduire à une fragmentation accrue, avec des blocs technologiques concurrents offrant des systèmes incompatibles. Alternativement,
Il pourrait catalyser des efforts pour établir des standards véritablement internationaux et des mécanismes de coopération qui transcendent les rivalités géopolitiques. Le chemin choisi déterminera en grande partie la trajectoire du développement technologique mondial dans les décennies à venir. En conclusion, l'échec du projet Digital Archipelago Network en Indonésie représente plus qu'un simple revers commercial pour la Chine. C'est un moment décisif dans l'évolution de l'ordre technologique mondial, révélant les tensions entre ambitions géopolitiques et capacités techniques, entre promesses marketing et réalités opérationnelles. Les répercussions de cet échec continueront à se faire sentir dans les salles de conseil d'administration, les ministères gouvernementaux et les forums internationaux pour les années à venir, façonnant la manière dont le monde aborde les défis et opportunités de l'ère numérique.